Dans 15 ans, j'imagine un monde du travail où le care est central. Beaucoup plus d'activités seront liées aux soins aux autres, notamment à cause du vieillissement de la population. Plus de santé, plus de soins en général aux personnes âgées par exemple, mais aussi dans lequel le soin dans tous les métiers va prendre une place plus importante. Prendre soin de la relation commerciale, de son client, inspirer confiance, l'écouter, parce que d'autres tâches auront été automatisées. Tout ça, c'est ce qu'on associe aujourd'hui aux qualités soi-disant féminines ou au monde du travail féminin, mais ce sont des choses qui devront être universelles. Bonjour et bienvenue sur Vision, un monde du travail en mutation. Nous allons parler aujourd'hui du travail des femmes et plus particulièrement des femmes entrepreneurs avec Laetitia Vito. Bonjour Laetitia. Bonjour Laure. Alors tu es autrice, consultante et conférencière sur le futur du travail. Tu es spécialiste dans la productivité, l'âge et le travail des femmes. Alors quel a été ton parcours et quelle est ta relation au travail ? Ça a été une relation compliquée parce que quand j'étais très jeune, j'avais envie de faire des choses intellectuelles, de lire des livres, etc. Et je n'ai pas trouvé de travail qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Et on m'a dit, fais une école de commerce, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et à la sortie, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais en fait. Donc j'ai eu un début dans la vie active qui était un petit peu désagréable, qui m'a donné une vision un peu négative, voire complètement tristoun du monde du travail, comme étant quelque chose d'aliénant, où on n'a pas de liberté, où on ne s'épanouit pas. Et ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, on peut faire un zoom sur 10 ans après. 10 ans après, j'avais déjà opéré une première reconversion professionnelle, puisque je suis devenue enseignante. Oui. Et j'ai enseigné dans les classes préparatoires, l'anglais et puis la politique américaine à Sciences Po, enfin tout un tas de sujets autour de justement tout ce que j'aimais, c'est-à-dire les langues, l'histoire, les sciences humaines en général, et le fait d'accompagner des gens justement dans leur entrée sur d'abord les écoles et puis le monde du travail. Donc j'ai inventé un travail autour de tout ça. Et puis ça n'a toujours pas été quelque chose de pérenne parce que c'est des reconversions multiples dans la vie. Et donc voilà, encore quelques années après, j'ai tout quitté pour créer ma propre société pour faire de la recherche sur les mutations du travail. Alors comment est-ce qu'on invente un travail autour du travail? Mais justement, ça part de cette expérience personnelle qui est que je me suis toujours demandé qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande. Je me le suis demandé à 15 ans, je me suis demandé à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Je vais m'arrêter là, j'ai 46 ans. Mais je pense que je vais continuer à me le demander. Et le fait d'avoir créé ma propre entreprise et d'être maintenant entrepreneur me permet de faire évoluer ma barque de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus autonome, avec cette liberté dont j'apprends à jouir, alors que je ne pensais pas que c'était possible quand j'ai démarré dans la vie active. Donc c'est quelque chose qui évolue et je pense que ça sera un petit peu différent dans 10 ans, mais je serai très probablement toujours entrepreneur. Ça me parle beaucoup ce que tu dis justement, cette recherche autour du travail qui finalement aboutit à travailler sur le travail en lui-même. Ouais. C'est tout à fait ça. Et on voit dans tes livres d'ailleurs le côté histoire. Oui. Donc effectivement, ça explique effectivement Exactement. Ce côté historique. La passion pour l'histoire et puis ce monde anglo-saxon qui est celui qui a donné naissance à la révolution industrielle et au monde du travail moderne et à nos institutions. Elles viennent de l'automobile puis du numérique, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne pour la révolution industrielle, puis des États-Unis pour l'automobile et le numérique, le Fordisme et la révolution numérique dans la Silicon Valley. Et donc tout ça, c'est pas complètement un hasard si on parle beaucoup des États-Unis quand on parle du travail moderne, parce que beaucoup de choses viennent de là. Et donc ma casquette spécialiste de civilisation américaine, et puis britannique avant et passionnée d'histoire, je l'ai réutilisée, je l'ai tournée dans l'autre sens et puis je m'en suis encore servie. Donc c'est pas, là aussi, c'est pas complètement inventé. On fait avec les briques de notre vie passée pour construire quelque chose qui a du sens pour soi et pour les autres aussi, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai des connaissances et des choses à apporter. Et peut-être quelqu'un d'autre qui parle du travail parlera avec un angle plus tech
ou bien plus purement ressources humaines. Moi, je mêle les sciences humaines qui ont été ma passion pendant tant d'années et le sont toujours, pour aborder ce sujet-là avec des angles différents. Oui. Et justement, tu t'intéresses beaucoup au travail des femmes. Alors, quel est l'état du marché du travail des femmes aujourd'hui, et plus particulièrement des femmes entrepreneurs, hein? Si on dresse un tableau général, on voit qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions et de progrès depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire un taux d'emploi des femmes qui a énormément augmenté, des inégalités qui se sont réduites, des femmes qui ont commencé à un petit peu prendre le pouvoir, notamment dans les conseils d'administration des grandes entreprises, grâce à cette loi Copé-Zimmermann, donc de 2011 en France, et puis dans d'autres pays, et puis à l'échelle européenne, par exemple, aussi une montée de l'idée que les quotas sont une phase par laquelle il faut passer pour avoir plus de femmes dans ces postes de pouvoir. Donc ça avance. Pour autant, depuis quelques années, il y a aussi beaucoup de choses qui stagnent. En particulier, les écarts de rémunération, ils baissent plus vraiment. Oui. On arrive à une période de stagnation. Les taux d'emploi, pareil, ils augmentent plus. Il y a une espèce de stagnation, ça n'augmente pas aussi vite. Donc quand on dit il nous faudra attendre 2157 ou 2000, les dates varient. En fait, on part du principe que c'est linéaire, mais ce n'est pas linéaire du tout. En fait, ça marche souvent par saut, par à-coup. Et là, on est à une période de stagnation, voire peut-être même de backlash. Et ce qui me déprime un petit peu, c'est que quand je pense à ce que je lisais et ce que je pensais quand j'avais 15 ans et que j'ai découvert Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ou des écrits sur pourquoi les femmes ne font pas de carrière scientifique et sont aussi peu présentes dans le monde de la technologie qui commençait à émerger, je me disais quand j'avais 15 ans, tout ça va changer avec ma génération. On a aussi cette arrogance quand on est jeune de se dire qu'on est des vraies féministes alors que nos mères, elles étaient nulles. Et puis quand on grandit, qu'on vieillit, on se rend compte, ben non, en fait, on voit que nous non plus, on n'y est pas arrivé. Il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui ne bougent pas dans le partage des tâches. Et il y a des choses qui ne bougent pas dans la mixité des métiers. Donc tout ce qui va être en lien avec l'argent, avec la technologie, avec le bâtiment et la construction, avec les grosses machines, eh ben, ça reste de manière très écrasante des hommes qui exercent ces métiers-là. Et inversement, les métiers du care, du soin aux autres, de l'enseignement, de l'assistance à quelqu'un, à quelque chose, du médico-social, santé, enfin, tout ce qui est s'occuper des enfants et des personnes âgées, ce n'est quasiment que des femmes. Et ces pourcentages n'ont pas bougé depuis le moment où j'avais 15 ans et aujourd'hui. Et là, on se dit, il y a des choses qui, comme ça, ne bougent pas et ne vont pas évoluer tout seul. Donc ça n'évolue pas tout seul et c'est important de le dire. Maintenant, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est à la fois à l'image du marché du travail en général, c'est-à-dire que les entreprises créées par des femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs, les femmes ne se rémunèrent pas autant, une grande majorité des femmes se rémunèrent moins que le SMIC quand elles sont entrepreneurs. Donc ça, là aussi, ça permet de dresser un tableau réaliste de ce qu'est l'entrepreneuriat au féminin. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus de femmes qui créent des entreprises qu'il y a 30 ans ou 40 ans, et elles représentent aujourd'hui, parmi les nouvelles entreprises, beaucoup plus du tiers. On est plutôt sur 40% d'entreprises nouvellement créées, qui sont créées par des femmes. Donc c'est un bilan contrasté. Ça a progressé, aujourd'hui ça stagne, et rien n'est jamais acquis. Et donc il faut aussi appeler un chat un chat, et parler par exemple d'argent, et notamment sur les créations d'entreprises, les entreprises où les femmes se rémunèrent pratiquement pas, c'est un vrai problème. Ce n'est pas des entreprises viables. Oui. D'ailleurs, le rapport à la vente et à l'argent est plus problématique pour les femmes. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu peux nous... C'est vrai qu'historiquement, les femmes ont été cantonnées dans des activités où elles n'étaient pas payées. Donc en fait, elles travaillaient de manière pas payée. Donc ça, c'est un poids qu'on se trimballe encore, parce qu'il y a beaucoup de tâches qu'on fait, beaucoup de choses qu'on fait qui ressemblent beaucoup à du travail, comme faire le ménage, comme s'occuper de tout un tas de corvées, etc., mais qui ne sont pas rémunérées. Et ça tenait à peu près quand il y avait l'idée que ce travail de reproduction, il était quelque part inclus dans le salaire de quelqu'un d'autre. Et voilà, bon, c'était un deal qui n'était pas tout à fait acceptable, mais qui rentrait dans le modèle dominant. Et quand les femmes sont rentrées dans le travail rémunéré, dans la sphère du travail marchand,
elles ont commencé à être rémunérées, mais à être souvent mal rémunérées. Et donc, quand on est entrepreneur, c'est pareil. On a toujours ce mythe de les femmes qui demandent de l'argent sont vénales. Donc, voilà, quand on demande de l'argent, ça n'est pas perçu de la même manière. C'est pour ça que je m'insurge contre les injonctions ou tout le monde du développement personnel, alors qui a le mérite d'exister, mais qui fait porter la responsabilité aux femmes du fait qu'elles ne gagnent pas d'argent, comme si c'était leur seule responsabilité. Prends-toi en main, apprends à vendre, parle d'argent, ose. Et c'est pas pour dire que c'est pas valide de dire ça. C'est certainement intéressant de le dire, mais c'est pas principalement ça le problème. Les femmes sont pas nulles en vente et sont pas nulles en argent, mais elles se trimballent un héritage qui est très lourd, qui fait que quand elles demandent, quand elles vendent, c'est pas du tout accueilli de la même manière. Donc, par exemple, quand elles demandent des augmentations salariales, souvent on leur refuse. Quand on leur propose quelque chose à un tarif beaucoup plus bas. Et quand on est entrepreneur, quand on est freelance, quand on vend des services aux entreprises, on voit que les tarifs qui sont demandés par les femmes sont beaucoup plus contestés. Et que les femmes, quand elles vendent, elles ont des boucles d'emails beaucoup plus longues et des clients qui chipotent beaucoup plus que pour le même prestataire masculin. Et donc, il y a des entrepreneuses qui ont développé des stratégies de SEO pour faire face à ça. Elles se sont inventées des associés masculins pour répondre aux mails. C'est ce que raconte par exemple Tatiana Jama dans son livre L'entrepreneuriat est un féminisme. Elle parle de ça, elle raconte que quand elle avait créé ses premières entreprises, elle s'était inventée, elle avait créé des comptes mail, des comptes d'email avec des noms d'hommes, comme si c'était des associés ou des salariés. Et les hommes étaient beaucoup plus sollicités par les clients. Genre, on veut parler à Thomas, je ne sais pas quels étaient les noms, à Thomas, Jacques, Michel, Pierre, etc. Parce que on a l'impression que c'est plus sérieux quand même. Ça rassure, etc. Et on se dit que c'est quand même fou que quand on mesure le même échange avec un entrepreneur fictif masculin et une entrepreneuse féminine, ne se passe pas de la même manière parce que les clients, comme tout le monde, comme toute la société, a des biais très solides qui font que les femmes, on va toujours leur en demander plus. On attend d'elles qu'elles se sacrifient, qu'elles se donnent entièrement, qu'elles aient beaucoup plus de générosité dans leur temps, alors qu'elles n'en ont pas beaucoup du temps. Donc, on fait comme on peut, mais peut-être se dire... non, c'est pas qu'on est nul, c'est que c'est plus compliqué. Et donc, il faut éduquer à la fois les clients, la société, faire évoluer la culture, et puis soi-même faire avec les moyens du bord. Et parfois, ça veut peut-être dire utiliser des stratégies de SEO, comme s'inventer un associé masculin pour gérer les mails. Et d'ailleurs, il me semble que même les femmes réagissaient vis-à-vis des femmes de la même manière que les hommes, en fait. Ce n'est pas que les hommes qui vont... Les biais, on les a tous, on les reproduit par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis des femmes. Et quand, par exemple, on attend que quelqu'un fasse quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, même en tant que femme, on va regarder une autre femme plutôt que regarder un homme. Pour dire tu voudrais pas t'y coller, tu voudrais pas le faire pour moi. Quand il y a quelque chose qu'on délègue, on le délègue plus souvent à une femme qu'à un homme. Et surtout les tâches un peu ingrates ou les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Quand on fait faire son ménage par quelqu'un, on le fait faire par une femme, pas très très rarement par un homme. Et donc on voit qu'en fait on perpétue soi-même la répartition genrée des tâches et des attentes. Et donc, c'est là où on a peut-être un travail à faire sur soi, de se dire qu'on devrait plutôt essayer de casser cette chaîne d'attentes très genrée. Oui. Mais... Sans compter que les femmes sont beaucoup aussi dans les métiers du care, tu l'as dit, et puis de tout ce qui est bien-être, accompagnement. Il y a beaucoup de femmes. Et il y a ce côté aussi de profiter d'une personne qui n'est pas bien ou qui a besoin, qui peut venir en plus dans la difficulté de poser certains tarifs, qui est très aussi dans la tête des gens.
Absolument. Et de toute façon, cette place du care dans la vie des femmes, elle est vraiment centrale. On ne peut pas parler du travail des femmes sans parler de ça. Parce que l'essentiel du caregiving, j'emploie le mot anglais pour recouvrir à la fois la parentalité, Oui. la maternité étant un peu plus lourde que la paternité en moyenne dans nos sociétés, et l'aidance pour des personnes âgées, que ce soit ou des personnes malades, ou des enfants handicapés, ou des parents qui ont Alzheimer, ou des parents en fin de vie, ou toutes sortes de care voilà, sous toutes les coutures. C'est les femmes qui s'arrêtent de travailler ou qui mettent leur travail entre parenthèses ou qui passent à temps partiel pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Et ça touche tout autant les entrepreneurs que les salariés. Donc les hommes aussi ont du care, mais moins. Et en moyenne, 2/3 de ce care qui est donné comme ça à des enfants ou à des parents, il est fait par les femmes. Et 2/3 du travail rémunéré, il est fait par des hommes. Donc là, on voit qu'il y a un effet de vase communicant. C'est que tout le temps qu'on passe à s'occuper des autres sans être rémunéré, c'est un temps qu'on ne peut pas passer à faire un travail ou une activité qui va être rémunérée. Donc ça explique en grande partie des écarts de richesse et des écarts de rémunération qui sont bien plus colossaux que l'écart qui existe à travail égal entre deux individus qui font le même job. Et il faut compter dans l'autre sens aussi la problématique des hommes qui vont dans le care et qui sont souvent mal vus ou mal perçus. Typiquement, quand c'est un homme qui s'arrête pour s'occuper des enfants, socialement, c'est pas forcément valorisé. Alors, c'est pas valorisé au niveau de sa carrière, mais socialement, c'est relativement valorisé. Un homme qui change une couche, on a tendance à l'applaudir. On lui dit « Oh, quel bon père !» Un homme qui fait, qui se donne pour un enfant, on le regarde avec admiration. Toutes les femmes se disent « Oh là là, c'est le mari que j'aurais dû me choisir ». Ou le conjoint avec lequel j'aurais dû avoir des enfants. Quand il se lance dans les activités vraiment de soins aux autres, par exemple dans les métiers du médico-social ou les hommes infirmiers, les hommes infirmiers qui sont alors très minoritaires, ils représentent moins de 15% de l'ensemble des infirmiers. Ils sont un petit peu plus nombreux chez les libéraux que chez... mais en gros, c'est moins de 15%. Et ceux-là ont tendance à avoir des carrières meilleures que les femmes, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ascenseur de verre, c'est-à-dire qu'ils sont davantage promus, ils sont chouchoutés. Les collègues féminines sont très contentes d'avoir des hommes parmi elles. Ils disent « Ah, chouette, voilà, un homme, super ». Et souvent, voilà, ils ont une carrière qui est boostée, là où la réciproque n'est pas vraie du tout. C'est-à-dire que les femmes qui sont minoritaires dans des métiers très masculins, par exemple dans le bâtiment ou choses comme ça, vont être souvent dans un climat plus hostile. On met en doute leurs compétences, elles peuvent être harcelées, harcelées sexuellement ou harcelées tout court. Elles vont être moins promues parce qu'on ne leur accorde pas la même crédibilité, la même légitimité qu'aux hommes. Elles doivent faire leurs preuves, elles doivent ramer. Et souvent, après 10 ans ou 15 ans dans un métier où les hommes sont majoritaires, elles vont tendance à se reconvertir pour faire autre chose parce que c'est trop dur. Donc il n'y a pas de symétrie en fait. Il n'y a pas de symétrie dans la non-mixité des métiers. Les hommes sont plus promus. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on doit aussi les encourager à y aller parce que c'est une manière de valoriser davantage des métiers qui sont aujourd'hui dévalorisés. Tous ces métiers du care. L'enseignement, le soin, la santé, les métiers du grand âge. On a besoin des hommes. Et on a besoin des hommes parce que ça va faire des rôles modèles pour d'autres hommes qui vont à leur tour être très valorisés et se dire non, c'est valorisant. La raison pour laquelle ils n'y vont pas, c'est parce que c'est trop mal payé. Mais la raison pour laquelle on a besoin qu'ils y aillent, c'est que ça permettra de valoriser. C'est terrible de devoir en passer par là, mais c'est nécessaire. Et puis c'est nécessaire à d'autres échelons aussi, parce que ça fournit des rôles modèles pour montrer que le fait d'apporter du soin aux autres, c'est pas quelque chose qui est naturellement féminin. Il n'y a pas de nature là-dedans. On n'est pas plus prédisposé à le faire, et les hommes peuvent très bien le faire. Et ça peut permettre d'avoir des répercussions positives sur toutes les tâches qui sont genrées, y compris dans la vie quotidienne des gens, dans les foyers, de se dire bah non, apporter du soin à un enfant ou à une personne âgée, c'est pas une tâche naturellement féminine et on a besoin que les hommes le fassent. Et puis certains hommes
ont envie de le faire Oui. et bénéficient du fait que ça peut être fortement valorisé. Hélas, dans les carrières, surtout pour les hommes qui sont cadres par exemple, quand ils s'arrêtent ou passent à temps partiel, effectivement, ce que tu disais est vrai, c'est que ça n'est pas valorisé et leur progression de carrière pourra être pénalisée. Les congés second parents ne sont pas suffisamment longs et puis les congés parentaux ne sont pas suffisamment rémunérés, comme souvent ils ont les meilleurs salaires. Il n'y a pas d'incitation en fait à ce qu'ils partent s'occuper, à ce qu'ils s'arrêtent pour s'occuper d'un enfant. Et même socialement, c'est pas évident parce qu'ils peuvent avoir des remarques. Ah bah, tu travailles pas. C'est comme si c'était plus anormal en fait que l'homme s'arrête, alors que quand une femme s'arrête pour s'occuper de ses enfants. Bon, et quand c'est l'homme, c'est presque, ça y est, il travaille plus, lui, il fait rien. Puis l'attente par rapport à gagner de l'argent, voilà. Être le pourvoyeur, être un bon père, c'est un père qui satisfait les besoins financiers, matériels, physiques, en gagnant de l'argent et en apportant, ou en partant chasser et en ramenant du gibier à la maison. Voilà, c'est l'imaginaire qui est dominant. Même si ça ne correspond plus toujours à la réalité, parce que la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a énormément de familles monoparentales. Oui. Il y a beaucoup plus de familles avec 2 personnes du même sexe. Il y a des familles, quand même plus d'un quart, où c'est des familles ou des foyers avec un couple hétérosexuel où c'est la femme qui gagne plus. Et là, on se dit... il n'y a pas de raison que ce soit elle qui sacrifie sa carrière alors que c'est elle qui... L'argument économique, c'est moi qui gagne plus, devrait marcher dans les 2 sens. Et il ne marche pas toujours dans les 2 sens. Donc cet imaginaire-là, il est pénalisant pour les hommes comme pour les femmes parce qu'il ne correspond plus à cette famille normée, hétéro, nucléaire, papa, maman, des enfants, etc. Ce n'est pas le modèle de foyer unique et dominant, c'est plus vrai. Et il est temps qu'on le comprenne parce que dans le monde du travail, ce n'est plus comme ça que ça marche non plus. Un salaire dominant et puis un salaire d'appoint qui ajuste et qui s'ajuste. Non, puisque beaucoup d'enfants sont dans des familles monoparentales et les femmes, elles doivent travailler et il faut que le travail puisse fonctionner en étant à la tête d'une famille monoparentale. Et là, on est loin du compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, les jeunes ont d'autres demandes. Parce que moi, on m'a remonté aux entretiens, ils demandent beaucoup, en tant qu'homme, les congés parentaux, typiquement. Ça peut être une des questions à un entretien, ce qui étonne énormément, on va dire, la génération peut-être plus âgée, qu'elle soit, parce que c'était pas forcément valorisé que les hommes regardent leur équilibre aussi familial et demandent des congés pour ça. Donc il y a encore un peu ce choc, on va dire, de génération. Qu'est-ce que tu vois, toi, chez les jeunes, justement, les plus jeunes générations à l'heure actuelle? Est-ce que... Hommes et femmes, les jeunes qui entrent sur le marché du travail se retrouvent face à une proposition qui leur est faite, un contrat de travail qui est profondément désaligné pour eux. Parce qu'il y avait un certain niveau de contraintes, typiquement les horaires rigides, le lieu qu'on ne choisit pas, la subordination, des rapports de subordination un peu aliénants, un travail répétitif, parfois très ennuyeux. Et tout ça, ça s'accompagnait de contreparties puissantes. Et les contreparties puissantes, c'était avec ta fiche de paye, tu as accès au logement, parce que tu peux rassurer un bailleur ou tu peux emprunter et acheter ton logement. Tu avais des congés payés, tu avais une protection sociale, et notamment à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, des retraites, un niveau de retraite où tu peux, donc c'est des revenus différés. Et toutes ces contreparties, elles étaient puissantes et elles rendaient le côté aliénant tout à fait acceptable, voire même désirable. Et ces contreparties, hélas, elles se sont énormément désagrégées. Donc le logement. Pourquoi le logement? Parce qu'il y a eu un décrochage entre la progression des coûts du coût du logement, de l'accès au logement, et donc les prix du logement qui ont augmenté énormément, et les revenus du travail qui n'ont pas augmenté beaucoup. Donc énorme décrochage. Donc chaque génération, là, depuis 40 ans, on a moins de mètres carrés. Et maintenant, dans les grandes villes, et puis sur les côtes, à l'ouest de la France, on peut plus se loger quand on est
nouvel entrant sur le marché du travail avec les salaires qu'on vous propose. Donc c'est très compliqué. Du coup, il faut habiter beaucoup plus loin, avoir des très grands temps de trajet, habiter chez quelqu'un, faire de la colocation. Donc c'est des conditions de travail pas bonnes. Et donc tout ça, ça ne vous stabilise pas dans la vie. Vous n'avez pas envie de rester coincé dans un logement pourri. Donc vous ne restez pas. Donc je suis allée chercher autre chose. Et vous n'acceptez pas non plus les sacrifices qui sont demandés dans des carrières où on vous demande des heures de travail pas possibles. Bah non, parce que déjà, j'aurais pas la même retraite, j'ai pas l'accès le même logement, j'ai pas... Et en plus de ça, cette idée que le travail, il fait tourner l'économie et c'est bon pour l'intérêt général, bah, je le ressens pas parce qu'il y a d'autres craintes qui s'ajoutent, celle de faire un travail qui contribue à dégrader le lien social, dégrader l'environnement, la planète, etc. Donc pour les jeunes, c'est une version vraiment très dégradée de ce deal, très désalignée. Et du coup, ils remettent en question les contraintes. Pourquoi ces horaires ? Pourquoi cet équilibre ? Et en plus, il y a d'autres modalités qui sont possibles. Quand on leur dit maintenant, bah, ça sera du retour au bureau, fini le télétravail. Merci, mais non merci. Non, parce que les contreparties, elles n'ont pas évolué. Donc non. Il y en a beaucoup en ce moment, hein, qui font un retour en arrière. Il y a Amazon qui a tout récemment, pour ses centaines de milliers de cadres, dit fini les vacances, retour au bureau. Alors ceux qui n'étaient pas du tout en vacances et en télétravail se disent bah non. Et Seattle, c'est une ville, parce que c'est là où est le siège d'Amazon, très 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 cher, hein, où le coût de la vie est extrêmement élevé. Et donc, quand une entreprise comme Amazon, comme l'an dernier et l'année d'avant, les Facebook, Google, etc., fait quelque chose comme ça, c'est parce qu'en général, ils cherchent à virer du monde. C'est ce qu'a fait Google en 2012, pas Google, Yahoo en 2012. Yahoo avait mis fin à toutes les flexibilités qui avaient été mises en place parce qu'ils cherchaient à réduire énormément. Que les gens partent d'eux-mêmes. Voilà, que les gens partent. Et donc, c'est souvent le signe d'une boîte qui cherche à... on va dire, réduire sa masse salariale. En revanche, quand on cherche à recruter, et on peut plus faire ça. C'est pour ça qu'il faut modérer un peu cette idée que là, tout le monde va revenir au bureau à temps plein. Non, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années avec le Covid, on ne va pas revenir complètement en arrière. Et quand on regarde de manière un peu agrégée, même aux États-Unis, dans des villes comme New York, le taux de remplissage des grands bureaux de Manhattan, on est encore bien en dessous de ce que c'était en 2019. On est autour de 50%, donc ils sont à moitié vides encore. Justement, tu parles des autres pays. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays pour les femmes? Je sais que tu as des exemples en particulier. Beaucoup des sujets qu'on évoque sur la place du care, sur le fait que le temps partiel est majoritairement féminin, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, sur le fait qu'il y a toujours un plafond de verre, qu'il n'y a pas de mixité dans les métiers, tous ces sujets-là, ils sont les mêmes partout, mais à des degrés différents. Mais ils sont les mêmes partout. Il y a vraiment une universalité de ces sujets-là dans le monde entier, à des degrés divers. C'est-à-dire que l'essentiel du travail féminin est non rémunéré, l'essentiel des tâches reste genré, l'essentiel du pouvoir est entre les mains des hommes. Et là, quels que soient les pays, c'est vrai absolument partout. C'est vrai partout, dans les pays où il y a le plus d'égalité, comme les pays scandinaves, et dans les pays où il y en a le moins, comme des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays d'Asie. C'est les mêmes sujets. Après, il y a des degrés différents. Et quand on regarde le club des pays riches, les clubs de l'OCDE, on voit qu'il y a quand même des situations assez contrastées. Et un pays comme l'Allemagne, que je viens de quitter, où j'ai vécu 4 ans, c'est intéressant à regarder parce que le taux d'activité des femmes est élevé, mais les femmes sont très très nombreuses à temps partiel parce tout ce qui consiste à s'occuper des enfants et s'occuper des personnes âgées, c'est les femmes qui le font de manière écrasante. Et donc le travail des femmes est organisé autour de l'institution du temps partiel. L'école se termine au milieu de la journée, les crèches se terminent au milieu de la journée. Donc il y en a, avant il n'y en avait pas, au moins il y en a, mais ça se termine trop tôt pour être compatible avec un emploi à temps plein. Du coup, les femmes qui sont mères, pour plus des 2 tiers d'entre elles, elles travaillent
uniquement à temps partiel, alors qu'elles aimeraient travailler à temps complet. Donc ça les appauvrit. Et il y a un écart au moment de l'arrivée à la retraite entre les hommes et les femmes pour les revenus qui est de 60% en Allemagne. Ce qui est énorme. Ce qui est absolument colossal. En France, c'est quand même 40%, il faut le rappeler, sur les pensions de droit direct, c'est-à-dire les droits à la retraite qu'on a acquis avec son travail. Et après, ça s'atténue avec des pensions de réversion, mais les pensions de réversion, ça ne marche que pour les femmes qui ont été mariées un certain nombre d'années, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui ne marche pas quand on n'a pas été marié, quand on n'a pas été en couple du tout, enfin voilà. Donc c'est un mécanisme de redistributif qui a tendance à s'atténuer avec les années, parce que de plus en plus de femmes ne se marient pas. Oui. Alors, c'est pas pour dire que c'est pas bien de ne pas se marier, je m'en fiche, mais simplement le résultat après sur la redistribution des richesses, pas la même. Voilà, fait problème, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. On se marie moins parce qu'on pense qu'on n'en a plus besoin, et en réalité, on se retrouve avec des écarts énormes, des niveaux d'écart par rapport au patrimoine qui ont tendance à augmenter. Donc des choses quand même un peu inquiétantes, alors que par ailleurs, l'activité des femmes continue continue pas de progresser, on a dit qu'elle stagnait, mais continue d'être très élevée, c'est que les femmes travaillent. Oui. Donc voilà. Donc l'Allemagne, c'est la cata. Il y a peu d'aide, en réalité, c'est ça. Il y a peu de systèmes faits pour... En fait, paradoxalement, il y a beaucoup d'aide pour rester à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce salaire parental qui, en réalité, est un salaire maternel, parce que c'est quasiment que les femmes qui le prennent, qui fait que les femmes, quand elles ont des enfants, elles restent à la maison souvent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis, elles sont à temps partiel pendant quelques années, jusqu'à, on va dire, les 7, 8 ou 9 ans de l'enfant. Donc, ça fait 7 ans de soit pas de travail, soit temps partiel. Et ensuite, le retour est très compliqué. Le retour à temps plein est très compliqué pour plusieurs raisons. Des raisons fiscales. C'est qu'il y a un quotient conjugal plus en Allemagne qui fait que s'il y a un conjoint qui gagne bien sa vie, c'est pas la peine de revenir à temps complet parce qu'on va tout va partir en impôts. Donc des incitations. Oui. Il y a des raisons ensuite institutionnelles parce que voilà, l'école ça se termine à la mi-journée, etc. Et puis il y a les entreprises et les organisations qui se disent non, ton CV il n'est pas terrible, tu as été quand même très prise par la maternité. Non, là, tu ne peux pas prétendre à ce poste-là qui ne va pas être... Parce que ton CV n'est pas crédible. Donc, les pénalisations vis-à-vis des recruteurs. Et donc, les femmes sont cantonnées ensuite dans des emplois qui perdurent à temps partiel. Même quand elles retrouvent plus de temps parce que leurs enfants grandissent, elles restent à temps partiel. Et donc, ça explique des écarts de rémunération qui restent très importants et cette espèce de piège du temps partiel qui perdure parfois même parmi les quinquagénaires, les sexagénaires qui travaillent, qui sont dans des emplois de service où le temps partiel est très très courant pour les emplois féminins. Et en Suède, par contre, la situation est différente, tu m'as dit. Alors en Suède, il y a un tout petit peu moins de temps partiel. Les emplois restent très peu mixtes aussi. Oui, aussi. Mais je dirais qu'il y a du côté des organisations et du marché du travail une plus grande souplesse pour recruter des gens qui ont éventuellement fait d'autres emplois, etc. Donc on recrute plus facilement aussi des quinquagénaires, des sexagénaires. Il y a moins d'agisme. Il y a ces institutions qui accompagnent le retour à l'emploi. C'est vraiment, on coach chaque individu pour leur reconversion. Et donc, c'est un marché qui accepte plus facilement de donner sa chance à des gens qui ont pu faire autre chose. Donc, on rebondit beaucoup mieux dans le marché du travail suédois. Après, pareil, le care, il est féminin. C'est pas, c'est même comme si c'était un monde où tout était différent. C'est mieux, mais c'est quand même, il reste des sujets similaires. Tu parlais d'ailleurs qu'il y avait pas mal de porosité entre les différents statuts, indépendants et salariés, chez les femmes entre autres, puisque c'est notre sujet, qui pouvaient passer de l'un à l'autre et qui avaient des problématiques justement pour revenir éventuellement dans le salariat par rapport aux politiques RH qui étaient faites. Et donc, on n'était pas encore dans cette agilité quelque part de pouvoir changer de statut. Alors c'est vrai qu'on depuis déjà pas mal d'années, on a
une vie en phase multiple où beaucoup plus de gens vont pouvoir passer par la case micro-entrepreneur pendant un petit moment, puis revenir dans le salariat, puis faire autre chose, puis passer à temps partiel. Puis, enfin, cette idée qu'il pourrait y avoir une souplesse totale en fait pour passer d'un statut à l'autre. Et c'est la réalité que vivent beaucoup d'individus qui ont 30, 40 ou 50 ans. On a l'impression que c'est des modalités qui deviennent de plus en plus poreuses, flexibles, ou voire qu'on peut combiner. Mais ça se heurte à un monde du salariat qui reste encore un petit peu conservateur, où les recruteurs, souvent, ça évolue un petit peu, mais souvent restent assez conservateurs et ne voient pas d'un très bon œil tout ce qui n'est pas la carrière linéaire, ou des gens qui auraient changé d'emploi un petit peu trop rapidement en se disant « Tiens, mais c'est louche, cette personne a changé au bout d'1 an et demi, 2 ans, a fait 2 fois 1 an et demi ou 3 fois 1 an et demi. Est-ce que c'est pas quelqu'un de particulièrement volage, infidèle ou pas capable de s'engager à un poste ?» Donc il y a quand même une espèce de suspicion. Idem sur quelqu'un qui aurait créé une entreprise et l'aurait arrêtée. C'est une vision de l'échec quand même. Tiens, mais pourquoi, etc. Donc des questionnements et un conservatisme vis-à-vis de tous les atypiques que nous sommes quasiment tous maintenant, tous et toutes en particulier, puisque les femmes se reconvertissent encore plus que les hommes, notamment après un retour de congé maternité où on se prend des murs dans la figure et où on cherche un travail qui nous ressemble plus et un meilleur équilibre parce que le monde du travail classique n'est pas fait, pour ces personnes-là. Donc se reconvertissent plus et se heurtent quand même à pas mal de conservatisme. Donc j'ose espérer que c'est quand même en train de changer, que beaucoup des freins, par exemple, par rapport au système de retraite, de se dire comment on assemble un dossier aussi complexe. C'est des choses qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer, que la révolution numérique a permis peut-être d'un tout petit peu simplifier, que les plateformes ont permis aussi de fluidifier, de simplifier, que le télétravail a permis de banaliser, parce que finalement, quelle différence entre un salarié en télétravail et un prestataire à distance. Enfin, je pense qu'il y a des mouvements de fond qui font que ça se banalise et que par la force des choses, les entreprises comme les individus vont le voir comme une chose un petit peu plus normale. Et que finalement, si les entreprises sont trop conservatrices dans leur recrutement, on reste prestataire. On reste prestataire et on travaille avec cette même entreprise qui se dit pour un prestataire, ok, pas de souci. C'est normal. C'est normal. Peut-être l'impression que finalement, une expertise pour, je sais pas, une femme quinquagénaire, pas de problème en tant que prestataire. Par contre, en tant que salarié, on n'en veut pas. On fait avec. C'est comme effectivement des mix entre salariés indépendants, pas dans le temps, mais dans le même moment, c'est-à-dire par exemple dans la semaine, une partie de temps partiel en salariat et une autre partie en indépendante. C'est pas encore complètement, on commence à en voir. Ça commence à venir, ça vient un peu plus chez les hommes que chez les femmes, parce que sur le temps partiel, alors c'est très inégalitaire le temps partiel, 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, seulement 20% par des hommes, et dans l'écrasante majorité des cas, c'est pour le care. C'est pour s'occuper d'un enfant ou d'un parent malade. Voilà. Donc, dans une minorité des cas, c'est pour développer une autre activité. Par exemple, créer une entreprise, s'essayer à satisfaire des premiers clients, voir si c'est viable et puis opérer une reconversion. C'est minoritaire chez les femmes, alors que chez les hommes, les rares 20% qui sont à temps partiel, dans l'écrasante majorité des cas, c'est pour développer une activité complémentaire ou vivre une passion à côté, sport ou autre chose, et très peu pour s'occuper d'un enfant ou d'un parent malade. Donc c'est un peu, on revient dans les mêmes schémas quelque part. On revient dans les mêmes schémas. Ce serait bien qu'il y ait plus de femmes qui aient des temps partiels aussi pour développer une activité complémentaire. Peut-être qu'on devrait le banaliser, peut-être qu'on pourrait le banaliser, et notamment des femmes qui n'ont pas d'enfants, etc., qui peuvent, pourquoi pas, basculer à temps partiel pour développer une activité, un projet entrepreneurial ou vivre une passion à côté du travail. En étant à temps partiel, typiquement les athlètes qui s'entraînent pour participer à des Jeux Olympiques. Voilà, exactement. L'été dernier. Alors, il y a aussi une problématique chez les femmes, c'est la confiance en soi. C'est vrai que c'est souvent une difficulté qu'on voit beaucoup plus chez les femmes, en tout cas, que chez les hommes. Alors, c'est comme avec le rapport à l'argent.
Je dis non, que le problème, l'idée qui est de dire le problème c'est les femmes, il faut qu'elles développent leur confiance en elles, c'est des espèces de molles, faiblards, timides, incapables de s'exprimer. Pas du tout, c'était cette idée qu'elles manqueraient naturellement de confiance en elles et qu'il faudrait les corriger, les réparer, les former pour qu'elles soient l'égale des hommes, comme si c'était elles le problème. Non. Non. En général, le sentiment de ne pas avoir de confiance, quand on est dans un climat hostile, dans un monde où les femmes sont constamment remises en question, où on vient questionner leur légitimité, où on ne les écoute pas, où on ne leur donne pas de temps de parole, où on les harcèle, ou pire, on les viole, évidemment qu'on n'a pas de confiance en soi quand on est constamment obligé de travailler 2 fois plus dur pour arriver exactement au même résultat au niveau de sa crédibilité. Une espèce de fossé en termes de qu'est-ce qu'on vous accorde comme crédibilité. Et donc là, évidemment, vous perdez, ça sabote votre confiance en vous quand vous êtes dans un climat hostile. Donc ce n'est pas les femmes qu'il faut corriger, c'est l'environnement qu'il faut le corriger. Donc si on devait faire du développement personnel concernant la confiance en soi, il ne faut pas faire des stages pour apprendre à s'exprimer. On sait très bien, on ne sait pas moins bien s'exprimer en moyenne que les hommes. Il faudrait faire des stages pour apprendre à développer ou intégrer un environnement qui est un environnement qui n'est pas toxique. Oui. Donc, ça peut être travailler avec d'autres femmes, ça peut être dans une entreprise où on a fait toutes ces recherches, il n'y a pas trop de harcèlement, il y a beaucoup de femmes, il y a autant de femmes à tous les niveaux, managériaux, etc. Et pas, par exemple, uniquement des femmes à la base, et ensuite, plus on monte dans les échelles, il n'y a que des hommes qui dirigent. Oui. Comme dans la com, par exemple, le milieu de la com, il n'y a que des femmes qui font le travail et que des hommes qui dirigent. Tu vois, il y a un petit souci. Ou dans des environnements où vraiment on sait qu'il y a énormément de cas de harcèlement, etc. Donc, évidemment, c'est pas toujours facile de le changer, on n'a pas toujours le choix, mais c'est ça le sujet. Et quand on comprend que c'est l'environnement qui est le problème, on développe peut-être des stratégies de riposte, de compensation, etc. Donc, je ne dis pas que le développement personnel n'a pas de mérite et de vertu, mais c'est important de comprendre qu'on n'est pas le problème et qu'on ne doit pas être corrigé. Et quand, à l'échelle sociétale, on entend il faudrait faire des stages aux femmes pour qu'elles prennent la parole, etc. Non, ça suffit. C'est pas les femmes. C'est vraiment le regard, c'est plus les biais civilisationnels, si je peux le dire comme ça, qui donnent ce résultat en réalité. Oui. Voilà, et des problèmes liés au patriarcat, où les hommes se croient tout permis, où on est en train de vivre une période assez historique à cet égard, avec ce procès de Gisèle Pelicot qui est en train de se muter en procès du patriarcat, parce que quand on voit que monsieur tout le monde, de tous les niveaux et de tous les âges, s'est cru permis d'eux, c'est vrai qu'il y a toujours cette attente de disponibilité physique, dans le pire des cas sexuelle, qui pèse sur les femmes et qui fait que c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais de manière moins grave que sur la disponibilité sexuelle, on le voit sur le temps de parole au travail. Les femmes parlent moins parce qu'on leur donne moins la parole. Quand elles prennent la parole, on leur coupe la parole beaucoup plus vite et on a l'impression qu'elles ont parlé longtemps, même quand elles n'ont pas parlé longtemps. Quand les femmes parlent 30% du temps, on a l'impression, quand on questionne, il y a des études qui ont été faites, qu'elles ont parlé 50% du temps, alors qu'en fait, c'était que 30%. Donc là, c'est pour ça que quand elles prennent la parole en réunion, elles prennent la parole de manière très courte, très synthétique, etc. Il y a vraiment cette pression de « Ouh là là, je vais prendre la parole, il va falloir que ça soit extrêmement efficace parce qu'on va me couper la parole. » Ce n'est pas parce qu'elles manquent de confiance, c'est parce qu'elles savent que ça sera beaucoup plus critiqué, questionné, interrompu, et qu'ensuite, on aura la perception qu'elles ont fait du blabla. D'ailleurs, tu en parles dans ton dernier livre, ça, sur la productivité. Alors, on n'a pas trop eu le temps de parler du rapport au temps, parce que, justement, on est limité dans le temps. Mais peux-tu nous présenter, tu as 2 livres, entre autres, tu en as écrit plus, en collaboration. 4, deux toutes seules, qui sont passionnants. Est-ce que tu veux nous en parler pour ceux qui veulent aller plus loin dans ces sujets-là ?
En fait, celui que tu viens d'évoquer, qui est le dernier, là, en finir avec la productivité, il y a beaucoup des thématiques qu'on a abordées ensemble, sur ce rapport au temps, sur ce rapport au care, sur les tâches. Et le constat de départ de mon livre En finir avec la productivité, c'est que quand on regarde comme un économiste la productivité des uns et des autres, on voit que les hommes sont plus productifs que les femmes. Et là, normalement, tu es censé réagir en disant quoi ? Mais je sais ce que... pourtant, on travaille. Voilà. Pourquoi ? On a l'impression même de beaucoup donner. Parce que la manière dont la productivité est mesurée est profondément biaisée. C'est-à-dire que l'économie, la science économique elle-même est profondément biaisée, puisque beaucoup de cette activité que font les femmes, qui est non rémunérée, n'est pas incluse dans le calcul de la productivité. Et même à l'intérieur du travail rémunéré, quand on est cadre, quand on est enseignante-chercheur, quand on est infirmière, les tâches que l'on fait ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les femmes vont faire beaucoup plus de tâches pour le collectif et moins être uniquement à la course aux objectifs individuels et aux objectifs personnels. Donc il y a toujours cet écart-là que l'on retrouve un peu en microcosme. Donc ce qui est à l'échelle sociétale, la distribution des tâches, des métiers et la distribution de prendre soin des autres versus poursuivre ses objectifs individuels, on le retrouve à l'intérieur de tous les métiers. Et on retrouve ces inégalités à l'intérieur de tous les métiers. Et le résultat, c'est qu'il y a cet écart de productivité et de rémunération. Et la contrainte pour les femmes, c'est que réussir à continuer à être productive au sens économique du terme, tout en ayant ces charges multiples de soins des autres, soins du collectif, soins du foyer, soins de la maison, soins des enfants, des parents, de la communauté, du voisinage, mais aussi de ses collègues, de souhaiter les anniversaires, de s'assurer qu'il y a une harmonie dans le groupe, que tout va bien, que les uns et les autres vont bien, d'être perçu comme gentil, etc. Et bien ça fait qu'évidemment on a un rapport au temps beaucoup plus contraint, parce que prendre soin des autres, ça prend du temps, mais poursuivre ses objectifs individuels aussi, et à un moment c'est incompatible. Et ça explique pourquoi soit on est moins productif, soit on passe à temps partiel, soit on n'atteint pas ses objectifs individuels. C'est c'est beaucoup plus difficile, on en a plus sur nos épaules, quoi. Donc c'est aussi changer son regard sur la productivité qui n'est pas calculée comme elle devrait être aujourd'hui, en tout cas dans notre monde. Bien sûr. Aujourd'hui. C'est qu'en fait, ces emplois du care, alors le care non rémunéré, en fait, il est productif puisqu'il soutient la productivité des autres. Le care rémunéré, celui des soignants, des personnes qui s'occupent des personnes âgées, de ceux qui gardent nos enfants, il est absolument essentiel. Aujourd'hui, la manière dont est mesurée la productivité, c'est par rapport à ce qu'ils sont rémunérés. Oui. Puisque souvent c'est du non, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans des choses à but lucratif quand on est dans le soin. Donc la productivité est mesurée par rapport à la paye qui est très basse, et donc on estime qu'ils sont peu productifs. Or ils portent la productivité de tous les autres sur leurs épaules, parce que quand on n'est pas soigné, ou quand nos enfants sont pas gardés, ou quand nos personnes âgées sont pas soignées, c'est la productivité de tout le monde qui en pâtit. En fait, pour beaucoup, on est obligé de s'arrêter de travailler. Oui. De même que quand les infrastructures fonctionnent plus, les trains s'arrêtent, les routes sont cassées, les ponts s'effondrent et le Wi-Fi s'arrête, ça fonctionne plus. Mais pareil, quand nos enfants sont pas gardés, ça ne fonctionne plus. Tout d'un coup, toutes les choses les plus sophistiquées s'effondrent en fait. Donc ça veut dire que c'est une base, et que si on calculait la productivité autrement, on serait capable d'intégrer ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire le fait que ce travail-là, il a des externalités positives sur le travail de tous les autres. Donc c'est vraiment un livre, moi, que je conseille, que j'ai beaucoup aimé et qui se lit en plus très bien, comme une histoire, je trouve, avec beaucoup de contenu, mais vraiment de manière très fluide. Donc, En finir avec la productivité, c'est ça. L'édition, c'est chez Payot. Payot. Et celui d'avant, c'est Du labeur à l'ouvrage. Alors là, c'est plus les grandes mutations du travail, d'un modèle industriel à un modèle post-industriel, qui est celui qu'on est en train d'inventer depuis la révolution numérique. Oui. Et qui va parler plus justement des modèles économiques qui changent, dont on a un peu parlé aussi. Et du travail, et des mutations du travail. Alors, où peut-on te retrouver ? Sur LinkedIn, sur ma newsletter Laetitia at Work, qui est, alors elle est en anglais, c'est le futur du travail avec une perspective féministe. Oui. Donc Laetitia at Work sur Substack. Et puis j'ai 2 podcasts, un qui s'appelle Vieille en puissance, qui développe cette problématique de l'argent des femmes tout au long de la vie, avec des invités de toutes sortes. Donc il y a aussi une newsletter, c'est vieilleenpuissance.com, vieille en puissance au pluriel. Et on est tous des vieilles en puissance, même quand on a 20 ans, parce
en puissance, ça veut dire en devenir. Oui. Et c'est simplement cette idée qu'il faut qu'on réfléchisse à tout au long de la vie et pas seulement à un instant T. Et puis, Nouveau Départ, qui est aussi sur Substack, sur lequel j'ai des podcasts sur tous les sujets qui me passionnent, notamment l'avenir du travail. Je te remercie. De toute façon, tous ces liens, on les réindiquera dans la description. Pour terminer, il y a quelque chose que j'aime toujours faire, c'est te faire tirer un nombre. Alors de 1 à 9, c'est la petite boîte là que tu vois. Donc l'idée, c'est qu'avec le nombre que tu vas avoir, c'est de me dire spontanément qu'est-ce qui t'inspire en lien soit avec ton parcours professionnel, soit avec les sujets dont on a parlé, ou le monde du travail de manière plus vaste. Je t'en prie. Merci. 6. 6, ça m'inspire la 6e décennie de la vie, la soixantaine, qui est une décennie dont on ne parle pas beaucoup et qu'on associe toujours à la retraite. On associe 60 ans à la retraite. Or, dans l'avenir du travail, les sexagénaires vont être la cohorte qui va le plus augmenter dans la population active. Ouais. Parce que réforme des retraites, mais parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui sont ni en emploi ni en retraite et qu'on va travailler forcé ou par choix et volonté beaucoup plus longtemps. Donc les sexagénaires, c'est les nouveaux quinquas. C'est ceux auxquels on va s'intéresser aussi quand on est recruteur, auxquels on devrait s'intéresser quand on est recruteur, plutôt que de déplorer la pénurie de main-d'œuvre qui est vraiment dramatique à l'échelle de l'Union européenne, plutôt que de déplorer le vieillissement de la population, la réduction de la population active, etc. Voir que les sexagénaires d'aujourd'hui et de demain, en fait, ils sont jeunes, ils ont déjà opéré plein de reconversions professionnelles et il serait temps de s'y intéresser un petit peu plus et de regarder les sexagénaires dans toute leur pluralité, y compris comme leur richesse, et y compris comme des actifs. Et quand ce ne sont pas des actifs, ce sont des bénévoles, ce sont des personnes indispensables pour garder les enfants, pour garder les petits-enfants, et donc ils créent énormément de richesses. C'est une belle fin. Je te remercie de mettre en avant justement cette partie de la vie, je pense, qui est importante. Merci beaucoup Laetitia. Merci Laure. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission.